Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Toujours la politique à la une de l'actualité à Languedoc-Roussillon, alors que les premières listes sont déposées en préfecture de région en vue du scrutin des 14 et 21 mars prochains. Les interrogations demeurent à gauche. Dans une lettre adressée aux militants, plusieurs secrétaires fédéraux socialistes gardois entendent convaincre leurs camarades de la légitimité de la liste qui sera conduite par Hélène Mandroux et qui a reçu, je vous le rappelle, l'investiture nationale du Parti socialiste. Cet après-midi, certains membres du secrétariat fédéral ont expliqué leur position tout en brandissant également le spectre de la menace d'exclusion du parti pour ceux qui, comme Fabrice Verdier, ne suivraient pas la liste d'Hélène Mandroux. Nicolas Cadenne nous en dit plus au micro d'Olivier Michel. Alors aujourd'hui, vous envoyez une lettre aux adhérents, aux militants PS, pour quelle raison ? Pour leur informer qu'il y aura bel et bien une liste socialiste dans le département du Gard et pour appeler tous ces militants à rejoindre la seule liste où il y aura le point et la rose, le logo du Parti socialiste. Alors toutes les têtes gardoises du PS sont avec Georges Frêche. C'est pas un peu vain ça comme lutte ? Il y a quelques têtes gardoises du PS qui sont avec Georges Frêche. Si on les appelle eux aussi à rejoindre rapidement la liste investie par le Parti socialiste derrière Hélène Mandroux. Si effectivement ils restent derrière Georges Frêche, ils ne seront plus au PS. Et ces quelques têtes gardoises ne doivent pas empêcher l'ensemble des militants à rejoindre le Parti socialiste. La base militante, je pense, est derrière le Parti socialiste, reste très attachée à l'unité du Parti socialiste. On a des adhérents qui reviennent et qui réintègrent le Parti socialiste depuis qu'ils savent qu'une liste socialiste sera bien présente dans cette élection. Vous rappelez à Damien Larry que le point et la rose, ça vous appartient ? Ça ne nous appartient pas nous, ça nous appartient tous collectivement, ça appartient à l'histoire du Parti socialiste et donc ça ne pourrait pas être instrumentalisé pour une liste qui n'est pas investie par le parti. Nous avons des règles, des statuts, on se doit de les respecter si l'on veut avancer et on aura besoin d'un Parti socialiste fort et uni pour la reconquête des villes et des territoires, après même les régionales. Il n'y a pas que les régionales, mais bien sûr que les régionales, il faut qu'on gagne avec le Parti socialiste, et seul le Parti socialiste peut rassembler les Verts, le Front de gauche, etc., pour un second tour face à la droite, qui est notre seul adversaire. Mais suite aux régionales, nous aurons besoin d'un Parti socialiste fort pour la reconquête des villes et des territoires dans la région. Où en est votre liste ? Notre liste, on a énormément de candidatures, elle sera élaborée dans les prochains jours. Évidemment, on attendait encore, on laissait encore le temps à nos camarades qui sont sur la liste derrière Georges Frêche de nous rejoindre. Ils n'ont pas encore déposé en préfecture leur liste, donc on va voir. Mais si effectivement ils ne nous rejoignent pas, on aura largement de quoi faire notre liste qui sera sans aucun doute du coup largement renouvelée. Une journée très importante pour les instances régionales du Parti socialiste puisque c'est aujourd'hui qu'Hélène Mandroux et Jean-Louis Roumégas, respectivement tête de liste régionale pour le PS et Europe Écologie, se sont rencontrés. Objectif de cette entrevue, la reprise des négociations en vue d'une attribution de la tête de liste régionale que les deux partis revendiquent et qui n'ont pour l'heure officialisé aucun terrain d'entente. Nous vous l'annoncions déjà hier soir, la situation n'est guère plus claire au centre de l'échiquier politique régional avec la dissonance au sein du MoDem. Marc Dufour, tête de liste régionale désignée par les militants, et Éric Firoud, numéro 1 sur le département du Gard, vont revendiquer une liste MoDem au moment où François Bayrou désigne le candidat de Génération Écologie, Patrice Drevet, comme tête de liste régionale. À l'origine de cette cacophonie interne, semble-t-il, un désaccord concernant le programme et la composition des listes. Je vous propose d'écouter les explications d'Éric Firoud au micro de Pierre-Paul Castelli. La tête de liste régionale, c'est Marc Dufour, qui a été validé par Bayrou lui-même. Je vous enverrai la vidéo, vous verrez tout ce que peut dire de bien Bayrou sur Marc Dufour. La tête de liste régionale, c'est Marc Dufour, qui a choisi la tête de liste départementale lors d'une union régionale, avec toutes les présidences de tous les départements qui ont voté. Et donc, avec Dominique Canou, nous faisons partie du binôme qui va tirer la liste dans le Gard. Et on parle encore d'une liste avec Patrice Drevet, tête de liste, voulue par François Bayrou, et avec d'autres représentants du MoDem. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, ce qu'il en est, c'est que c'est juste, François Bayrou a voulu nous faire comprendre que la notoriété de Patrice Drevet pourrait être utile au mouvement. Marc Dufour a été d'accord pour laisser la tête de liste, à condition, bien entendu, que les conditions justement du MoDem soient respectées, à savoir les têtes de liste départementales et les colistiers, et surtout le programme. Et il n'y a eu aucun accord sur le programme avec Patrice Drevet, donc on reprend
notre liberté. Marc Dufour se présente et Drevet ira faire une liste sûrement Génération Écologie. Maintenant, s'il y a des modèles qui veulent le suivre, libre à eux de suivre un candidat de Génération Écologie. Et toujours au chapitre politique, c'est hier que la Ligue du Midi, conduite par Richard Roudier, a déposé sa liste à la préfecture de Montpellier. On y compte 100 personnes sur les 77 requises. La Ligue du Midi qui présentera officiellement cette liste lundi prochain à Montpellier. Un rappel d'ailleurs concernant ces élections régionales. Une liste qui n'a pas recueilli 10% des voix n'est pas en mesure de se maintenir au deuxième tour, mais elle peut en revanche fusionner avec une autre liste qui a atteint cette barre des 10%. Première indication en ce début de campagne avec la publication de ce sondage TNS Sofres Logica commandé par nos confrères de France Bleu et de la presse quotidienne régionale. Dans tous les cas de figure, le président socialiste sortant du conseil régional, Georges Frêche, arrive en tête avec 31% des suffrages, nettement devant les listes de la socialiste investie Hélène Mandroux et de l'écologiste Jean-Louis Roumégas, respectivement crédités de 11 et 10%. Le PS et Europe Écologie qui seraient crédités entre 17 et 20% d'intention de vote selon ce sondage si Hélène Mandroux et Jean-Louis Roumégas parviennent aujourd'hui à un accord concernant une fusion de leur liste en vue du premier tour de ces régionales. À droite, l'UMP Raymond Couder recueillerait entre 20 et 21% au premier tour, le Front National étant annoncé à 7% au même titre que la liste du Front de gauche. Au second tour, Georges Frêche l'emporterait avec 40% des intentions de vote, devançant de 10 points Hélène Mandroux et de 20 points la liste de Raymond Couder. Annoncée par la section gardoise du SNES-FSU, la manifestation enseignante prévue en début d'après-midi à Nîmes, entre le lycée Dioda et les arènes, a finalement été annulée. C'est sous une pluie continue et un effectif réduit que les professeurs s'étaient retrouvés aux portes de l'établissement nîmois afin de protester contre les réformes voulues par Luc Châtel au sein de l'éducation nationale. Des revendications recueillies sur place par Arnaud Ronan. Puis on avait décidé d'un rassemblement et d'un petit cortège vers les arènes pour continuer la mobilisation contre la réforme des lycées. Qui doit se mettre en place à la rentrée prochaine si la mobilisation s'arrête. Et donc on avait appelé le lycée de Bagnoles qui est en grève tournante depuis à peu près 15 jours, 3 semaines. Et nous à Dioda, on a appelé les collègues aussi à se rassembler pour continuer à manifester contre la réforme des lycées. Ce qui nous mécontente le plus, c'est le fait qu'on n'a pas écouté les enseignants l'an dernier, au moment où la réforme d'Arcos a été enlevée des tiroirs. Et on nous ressort une sorte de réforme d'Arcos qui a pour base de supprimer des postes et qui dénature complètement pour la rentrée prochaine la seconde. C'est-à-dire qu'on instaure des enseignements d'exploration où les élèves auraient 1h30 en classe entière. Ils vont survoler les matières concernées. On supprime des horaires d'enseignement en français, en mathématiques, et puis on remet à l'établissement la capacité de répartir les dédoublements des travaux en petits groupes. Et ça, il nous semble que c'est pas normal, ça doit être quelque chose qui est fixé nationalement, et c'est pas à chaque établissement de le fixer. Et c'est cet après-midi qu'on a appris le placement en garde à vue depuis hier matin à Marseille du maire UMP de Tarascon, Charles Fabre, interrogé dans les locaux de la brigade financière de la police judiciaire. Le successeur de Thérèse Ayot et de Jean Reynaud, 2 anciens maires de Tarascon qui avaient été condamnés par la justice, est actuellement entendu dans le cadre d'une affaire de favoritisme concernant des marchés liés au BTP. Rappelons que Charles Fabre, qui occupe le fauteuil de maire de Tarascon depuis 2005, figure en 3e position sur la liste UMP des Bouches-du-Rhône pour les prochaines élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hier soir s'est déroulée au siège de Nîmes Métropole une séance du conseil communautaire. Parmi les nombreuses délibérations, il a été question du projet de la future gare TGV de Manduel avec l'établissement d'une zone d'aménagement différée. Le maire de Quessargues, Jacques Bécamel, en charge du dossier, nous en dit plus au micro d'Alain Mellon. La gare TGV Nîmes-Manduel était à l'ordre du jour du conseil communautaire de ce mois de février. Le dossier présenté est une création d'une ZAD, zone d'aménagement différée. Il semblerait que le TGV, depuis une quinzaine d'années que j'ai le projet dans mon bureau, il semble qu'il y ait un frémissement.
Je dis bien frémissement parce que ça peut durer encore quelques années. Il faut prévenir tous ces phénomènes et pour prévenir tous ces phénomènes, nous créons une zone d'aménagement différée de façon à préparer l'avenir. Et l'avenir, je pense que le positionnement de cette gare sur le site Manduel-Rodessin me paraît très propice, d'abord pour irriguer le bassin alésien, donc il n'y a pas à rentrer dans Nîmes, à casser des maisons, et ensuite sur la région Beaucaire, bien sûr, et surtout PACA. Donc direction l'Espagne, direction la région alésienne, direction l'Italie. Je pense que là, le programme sera complet. C'est les balbutiements de la ZAC et de l'établissement de cette gare. Et ça représente quand même un projet qui tourne autour de 450 hectares. Donc ce n'est pas une petite affaire. Et c'est petit à petit que ça va se mettre en place. Un mot de culture à présent avec le théâtre de Nîmes qui consacre sa semaine à Oncle Vania, une pièce signée d'Anton Tchekhov et qui prend vie depuis lundi soir sur la scène nîmoise par le jeu du collectif Les Possédés. Une œuvre différente dans le répertoire du célèbre médecin et dramaturge russe qui s'emploie à représenter le grand spectacle de la vie. Nicolas Pincheno a rencontré cet après-midi l'un des comédiens de la troupe qui nous éclaire également sur son travail de mise en scène. J'écris sur l'art, tu ne comprends rien à l'art. Des travaux que j'ai faits. Tout ce qui s'était un petit peu, que la vie avait un peu tassé, de passion, de ressentiment, de joie aussi, tout ça va remonter à la surface et tous les conflits vont ressurgir, comme un volcan qui était éteint et qui tout à coup commence à se rallumer. Donc c'est une pièce qui parle évidemment d'amour, qui parle de l'échec de nos vies, de ces moments-là où on espère une autre vie, mais est-ce qu'on se donne vraiment les moyens d'y parvenir? C'est une pièce aussi qui est drôle, parce que Tchekhov écrivait des pièces aussi drôles, tragicomiques, hein, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a ce talent-là de mêler des choses tragiques avec des choses comiques. La preuve, tu vois, je suis saoul. D'habitude, je mesure comme ça, une fois par mois. Et quand je suis dans cet état-là, je suis insolent et grossier, comme je n'ai pas fait. J'en supplie, je vous demande, ne pleurez plus. Quel honneur. Ça vous va tellement mal. Trop souvent, on a collé à l'image de Tchekhov une image un peu mélancolique, ennuyeuse. Et je ne crois pas du tout que ça soit le cas. Je crois que c'est des êtres humains avec des personnalités très fortes, avec des tempéraments très forts, et qui peu à peu se révèlent au fur et à mesure de la pièce. On a souhaité que les gens soient le plus proches possible des acteurs. On souhaitait vraiment les inclure dans la maison, en fait, d'Oncle Vania. Donc on a un dispositif où les gens nous encadrent de 3 côtés. On est tous sur scène, nous on joue sur scène et les spectateurs sont sur des gradins sur scène autour de nous. Et une pièce à découvrir donc jusqu'à vendredi prochain, tous les soirs au Théâtre de Nîmes, dans une enceinte quelque peu repensée, puisque les spectateurs s'installeront donc dans les tribunes disposées sur la scène. Toujours au chapitre des spectacles, les dates du Festival de Nîmes se précisent sur le calendrier estival avec l'annonce de la venue cet été aux arènes de Mika le 20 juillet et de ZZ Top le 9 juillet. Que ce soit pour le groupe de rock texan ou pour l'actuel Égérie Pop, les places seront mises en vente à partir de jeudi. Une programmation qui comptera également, je vous le rappelle, sur la présence de Mark Knopfler et de M, respectivement les 22 et 24 juillet aux arènes de Nîmes. Nous allons à présent effectuer un petit retour en arrière sur l'un des événements de la fin de semaine dernière avec la Nuit de l'Orientation, une opération lancée en 2007 par l'Association française des chambres de commerce et qui a fait depuis des émules. En effet, l'an passé, ce sont quelques 24 CCI qui ont organisé cette manifestation à travers tout le territoire avec pour principe fondateur l'association des perspectives professionnelles et de la convivialité. La CCI de Nîmes a emboîté le pas de cette première nuit de l'orientation avec une certaine réussite, comme nous l'explique Olivier Michel dans ce sujet. Pour une première, ce fut une réussite. Ils ont été plus de 2000 jeunes à franchir vendredi soir entre 17 et 22 heures les portes de la CCI lors de la première nuit de l'orientation. Décider de son avenir, faire le choix de sa formation et de son métier reste un acte stressant, d'où l'idée de dédramatiser l'orientation en la proposant dans un tout autre cadre.
En résulte une manifestation festive avec DJ, collation et atelier de relooking, une première en Languedoc-Roussillon. L'objectif, c'était d'avoir vraiment une originalité par rapport à l'orientation et de mettre en relation le monde économique, le monde des entreprises, le monde de l'orientation avec tous les professionnels. À titre d'exemple, on aura ce soir 155 professionnels présents sur la manifestation. L'importance pour les entreprises, c'est bien ça, c'est leur avenir qui est en jeu. Comment les entreprises vont pouvoir récupérer les jeunes les plus intéressés par les métiers qu'elles exercent. C'est l'avenir des entreprises. Parmi les ateliers proposés, des speed dating avec des chefs d'entreprise, des tables rondes, des rencontres avec des conseillers d'orientation et pour les plus indécis, un espace multimédia permettant de définir au mieux son profil via le logiciel Inforison. Alors, il y a deux possibilités. Soit le jeune a déjà une petite idée sur son orientation, auquel cas il va visionner un petit peu, visualiser toutes les fiches métiers, tous les métiers qui sont possibles pour lui. D'accord, par rapport à son orientation professionnelle. Soit il n'a pas du tout d'idée, auquel cas il y a deux questionnaires qui lui servent à un petit peu fixer ses centres d'intérêt et voir sur quelle famille de métiers il pourrait aller par rapport aux réponses qu'il donne. Une nuit de l'orientation qui s'avère être un concept novateur et des plus attractifs pour les jeunes. Vous êtes venu vous orienter ou vous faire relooker? Les deux. Non, orienter surtout. Je suis allée voir les policiers, c'était bien. J'ai bien aimé. Vous pensez quoi de l'organisation d'une telle soirée pour l'orientation? Franchement, c'est super bien. C'est pas mal, je trouve, ouais, c'est intéressant. Ben, c'est très instructif, ça permet de nous aider dans notre orientation. Je trouve que c'est assez bien pour ceux qui savent pas quoi faire, mais je trouve que c'est pas assez ouvert, il manque quelques filières. Ça change, ça fait plus mouvementé, on a plus envie d'y aller. C'est très bien, ils nous renseignent bien, c'est parfait. De votre temps, pour vous orienter, comment vous faisiez? Ah, c'était système D. Vous allez dire que je suis âgée, là. Vous exagérez. Réalisée en partenariat avec l'Éducation nationale et les CIO du Gard, cette nuit de l'orientation vient compléter les dispositifs existants et les dynamiser, ce qui semblait être une nécessité au vu de la fréquentation. Oui, écoutez, plus de 2000 jeunes, je crois que c'est une belle réussite pour la soirée. Non, oui, on le refera certainement l'année prochaine. Le relooking aussi? Ben, pourquoi pas. Rendez-vous est pris en tout cas. Avant de se quitter, un mot de football avec hier soir ce match décalé de la 23e journée du championnat de France de Ligue 2 au Parc des Sports d'Avignon. L'AC Arles et le stade Malherbe de Caen ont pu se départager et sont donc quittés sur un score nul et vierge de 0 partout. Des images à découvrir juste après ce journal dans le cadre de votre magazine ACA Hebdo. En tête du classement de Ligue 2, Caen ne compte plus que 2 points d'avance sur son dauphin brestois, alors que l'ACA, qui compte toujours un match en moins, demeure à la 7e place, à seulement 3 points du 3e rang, occupé toujours ce soir par le Nîmes Olympique. Le Nîmes Olympique, il en sera bien évidemment question ce soir avec l'émission Croco Hebdo à partir de 20h50, que j'aurai le plaisir de vous présenter, avec deux invités de marque sur notre plateau, les deux meilleurs buteurs nîmois. J'ai nommé Jean-Jacques Mandriki ainsi que Jonathan Haïté, une émission qui sera suivie à 22h de la rencontre entre le Football Club de Metz et le Nîmes Olympique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur Télémiroir.